Bonjour, chers collègues. Donc, c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue pendant cette session pour la protection des enfants et des adolescents et la responsabilité. Donc, je m'appelle Claire Blessing. Je fais partie donc du membre du groupe de référence des jeunes et je suis donc une bénévole sur le plan international Global Hope Humanity, dans l'équipe de plan international. Donc, je parle souvent donc de la protection des enfants et souvent donc ceci donc est bien au centre des est une contribution active pour ce programme. Et aujourd'hui, je vous invite donc à parler donc de vos perspectives et des défis auxquels nous ferons face. Donc, je vais d'abord vous présenter. Nous allons commencer d'abord partager notre recherche qui a été faite pour la Save the Children and Plan international. Et nous allons donc avoir une conversation avec Fatima Young, qui fait partie donc de Plan international Nigeria. Et pour nous, la question pour nous, ce n'est pas pour si les enfants ou si les jeunes ont une vue mais il faut vraiment les écouter et agir en fonction. Donc, je vais maintenant donc passer au Children Right Innovation Fund qui va être présenté par Tina Cass. C'est donc une ressource éducative responsable. Alors, elle est conçue pour les jeunes gens qui ont des exemples concrets dans le travail qu'ils mènent. Et bien sûr, je vais vous montrer comment ces approches innovatives euh, peuvent rendre donc cette responsabilité accessible. Et finalement, nous avons le Bureau international des enfants de la République démocratique du Congo, et qui vont donc partager des exemples qui démontrent la signification de participation des enfants, leur responsabilité qui est donc dans leur qui sont vraiment donc inclus. Donc nous allons également donc avoir de voir comment le pouvoir, la protection, le consentement et la participation de notre travail. Et nous allons avoir prendre des étapes concrètes. Donc, merci d'être parmi nous et de continuer à supporter cette initiative de protection des enfants. Donc, je voudrais d'abord que nous ayons un peu de réflexion. Alors, d'accord, la première question de Menti, quand vous entendez parler donc des enfants de Menti, qu'est-ce qui vous vient, comment dire, à l'esprit? Alors, alors, prenez donc un moment pour réfléchir à ces questions et vous pouvez donc scanner le code QR pour répondre à la question. Donc, ici, on voit donc des réponses, participation, les droits, les clichés, les engagements responsables et les engagements, leurs besoins. Alors, non négociables, la participation, les droits. Alors, direction. Ensuite, nous allons passer à la deuxième question. Alors, c'est comment donc les enfants sont... alors, la question, c'est comment les enfants s'engagent-ils au niveau des décisions et le nombre de fois lorsqu'ils s'engagent pour prendre des décisions dans leur travail et dans ce contexte?
Alors, les enfants s'engagent-ils souvent d'une façon significative au niveau des décisions qui les affectent dans leur travail et dans leur contexte de vie? Alors, des réponses que nous pouvons voir, on voit donc vraiment une importance qui est donnée. Alors, on a donc une donnée de 13 qui montre le nombre de fois que les enfants sont inclus dans la procédure de prendre de décision. Donc, c'est important et les jeunes adolescents, c'est très important. Donc, ils s'engagent dans ces décisions parce qu'elles, en fait, elles les affectent. Donc, maintenant, je vais vous présenter le premier présentateur, Zimas, qui est donc conseillère et responsable pour Save the Children, et Fatima Mohamed Murphy, une jeune plaidoyer avec Plan International du Nigeria. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donc vous mener à travers notre étude, notre recherche en fait globale sur la responsabilité. Donc, ça a été vraiment conduit avec la coordination avec Plan International du Concile des réfugiés de Norvège. Donc, nous avons fait des trouvailles intéressantes lorsqu'on entend parler, donc, lorsqu'on parle des jeunes et des jeunes adolescents. Alors, c'est donc une agence, une étude qui couvre plusieurs agences, par exemple Save the Children, Plan International, le Conseil Norwegian Refugee Council et bien sûr, nous avons examiné par cette étude comment les enfants, les adolescents et les priorités donc sont démontrées dans ces décisions humanitaires. Alors pourquoi donc ce rapport, pourquoi cette étude? Alors la responsabilité n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est urgent et important de le réaliser. Alors, on ne peut plus attendre que les acteurs humanitaires discutent de la responsabilité pendant des années. Mais l'urgence, en fait, a créé cette croissance de besoins et bien sûr, ces diminutions de financement avec la remise en question de l'humanitariat. Donc, nous pensons qu'il y a vraiment une opportunité importante à inclure la responsabilité chez les enfants, les adolescents et les jeunes dans ces réformes. Donc, le monde maintenant a beaucoup plus de jeunes qu'avant. Donc, 3 millions de jeunes euh, qui, qui sont en delà de 25 ans, ça représente 42% de la population. Donc, je vais en fait vous promener à travers cette méthodologie de cette recherche et l'étude que nous avons conduite. Donc, les trouvailles ne sont pas basées sur une consultation unique, mais sur plusieurs sources, comment dire, sur une période de données et basées sur des données qualitatives plutôt que des représentations statistiques. Donc, nous avons revu 24 consultations à travers 27 pays entre 2020 et 2024. Et nous avons fait une analyse comparative entre 6 pays qui explorent HRP, une réponse, les plans humanitaires et bien sûr des services de tracking pour le financement. Et maintenant, par exemple, en Ukraine, au Mali, au Nigeria, en Ouganda, on demandait à 450 enfants et à des jeunes adolescents quelles étaient donc
comment dire, le déséquilibre entre les priorités et ce qui a été livré et l'impact que les réductions de financement ont. Donc, alors, on a comparé les priorités des enfants contre le plan et les décisions financières. Alors, ce que nous disent les jeunes et les adolescents et ce sont leurs besoins qu'ils partagent avec nous. Donc, ils ont besoin d'une éducation et qui les protège pratiquement. Pour les filles, il y a un disconnect entre les points thématiques et la prioritisation des enfants des jeunes. Donc, comment nous allons donc euh, mettre une priorité sur ces différences d'âge et les termes d'adolescents? Quels sont les accès et aux services collectifs et nos réponses? Donc, pour la diapo suivante, nous avons trouvé différentes thématiques. Nous avons trouvé, par exemple, que les enfants et les adolescents avec une éducation euh, en tant que mode de survie proactive et pratique. Alors pour les filles, par exemple, il y a un disconnect parce que l'éducation est mise en priorité pour les jeunes et les jeunes adolescents et souvent elle reste non fondée. Enfin, il n'y a pas de financement. Ça représente en fait 35% des financements couvrent l'éducation. Quand on passe au niveau de l'alimentation et bien sûr des ménages, les enfants, l'insécurité au niveau de la nourriture et par exemple la participation à l'école, les protections des risques, le stress et bien sûr tous ces liens entre l'insécurité alimentaire, la participation à l'école, alors affecte également euh, est affecté à travers ces secteurs. Donc la sécurité alimentaire et les ménages restent, comment dire, manquent de ressources et ça représente 39% en fait de cette couverture. Alors, en ce qui concerne la protection des enfants, les enfants et les adolescents mettent en priorité les espaces sécurisés, le soutien psychologique et comment dire, la protection des adultes qui inclut donc la santé mentale, par exemple le la violence et bien sûr le soutien basé qui provient des communautés, qu'il y a également des jeunes leaders dans la communauté qui essaient donc de protéger ces enfants. Donc il y a effectivement 39% de manque de financement vers cette participation de responsabilité. Donc, il y a un manque de retour, un manque d'engagement, de régularisation du sexe et bien sûr, il y a un déséquilibre au niveau du pouvoir. Alors, par exemple, dans la coordination des camps et la gestion des camps, il y a donc environ 26% de finances. Alors, lorsqu'on parle donc de réduction de la finance, on a demandé donc aux enfants, aux adolescents et aux jeunes hommes de décrire l'impact que cette réduction de financement a sur leur vie quotidienne. Et donc, pour eux, ça explique, en fait, ça inclut la confusion, la détresse et le manque de confiance. Alors, pourquoi nous trouvons qu'il y a un écart? Alors, l'écart de responsabilité est actuellement structurel et n'est pas dû au manque de consultation. Donc, nous avons créé un système qui ne peut pas voir les enfants et les jeunes. On ne les reconnaît pas donc comme participants égaux. Donc, nous voyons que les modèles de financement pour les jeunes
priori- ne mettent pas en priorité le besoin des enfants et des jeunes adolescents, parti- simplement parce qu'il y a un manque de détails dans cette action. Alors, en général, les structures de gouvernance limitent les enfants et l'influence de ces jeunes. Donc, ils sont incapables d'avoir accès au financement et ils reçoivent en fait un siège inéquitable à cette table de discussion. Donc, je ne vais pas plus, je vais pas en prendre davantage de temps. Je vais donc demander à un des participants, Fatima, et d'avoir donc quelques questions. Donc, est-ce que vous pouvez m'entendre? Est-ce que vous m'entendez, Fatima? Oui, je vous entends très bien. Alors, Fatima, dites-moi en fait que signifie cette participation significative. Alors, merci beaucoup, Zaïd, pour me permettre de se joindre à cet appel, et bien sûr pour me donner l'opportunité de m'exprimer. Donc, bien sûr, cela résonne très bien avec les jeunes. La participation significative des jeunes personnes qui ont contribué à cette recherche, cette participation signifie que nous ne sommes pas invités simplement à participer, mais que notre voix compte et que ma voix explique les problèmes qui affectent nos vies. Donc, je sens qu'on nous écoute quand les adultes et les organisations prennent le temps non seulement de nous écouter, de nous entendre, mais de nous écouter en respect, avec respect et à nous engager dans ces explications raisonnables. Nous avons, et quand nos retours ont été utilisés pour améliorer cette mise en place, alors nous sommes capables de dire et d'expliquer comment ces procédures avancent. Donc pour moi, cette participation significative, je voudrais dire, c'est de trois façons. Alors, souvent, les jeunes sont vus comme des jeunes qui peuvent offrir des voix, mais qui peuvent également avoir des idées significatives et peuvent avoir des idées au sujet de l'impact, mais ne sont pas considérés comme des partenaires lorsqu'il s'agit donc de la mise en œuvre de ces idées. Donc, une autre chose, c'est lorsque nos idées sont partagées, nous voulons influencer un peu la décision. C'est une action réelle, mais non simplement la documenter, mais nous voulons donc communiquer d'une façon honnête avec eux et d'une façon consistante, pas seulement une seule fois, mais lorsque le besoin est là. Donc, en tant que jeunes, nous voulons donc avoir confiance dans ces organisations. Et la confiance veut dire que la solution est partagée et que nous prenons notre propre solution. Donc, pendant des années, pendant ces jeunes, la participation n'ont pas été simplement de les amener dans une salle, mais les respecter, de respecter notre dignité, de nous écouter avec attention. Donc, je ne veux pas simplement voir, donc, être vu, tenir un micro, mais je veux également avoir la capacité et la possibilité de contribuer au changement parce que les communautés sont notre communauté. Donc le problème, c'est notre problème. Donc merci Fatima. C'est une réponse superbe. Et depuis que nous sommes ici avec les meneurs de protection globale, les pratiquants, les praticiens et les autres partenaires, alors peut-être une dernière question. Alors si vous pouviez donner un petit avis pour les dirigeants de cette protection globale dans cette pièce, quel serait donc cet avis? C'est vraiment donc ce qui est très important, c'est le coût de la recherche et comment ces leaders, enfin ces dirigeants, donnent très peu d'attention à ce concept de responsabilité. Durant votre présentation, vous avez partagé des points
sur la couverture, qui couvre en fait le financement, qui est la participation. Mais en fait, il faut également voir la responsabilité. Donc, mon avis serait que cette protection soit centrée donc sur le côté humain, mais avec beaucoup plus de responsabilité. Et cela signifie que nous voulons un système de protection où nous nous sentons respectés, écoutés, une protection qui n'est pas simplement pour répondre au mal, mais de créer un environnement où les enfants et les jeunes peuvent vivre d'une façon libre, sans avoir peur, pour accéder à l'éducation, pour accéder à la sécurité. Donc, je veux que ces organisations prennent action et supportent et écoutent nos soucis lorsqu'ils sont rapportés. Donc, beaucoup de gens partagent ceci, mais dans cette recherche, mais quelquefois, personne ne revient vers nous pour nous dire, nous expliquer ce qui se passe avec nous. Donc, nous voulons donc, dans les étapes suivantes, qu'il y ait un suivi et que nous partagions donc nos retours et que nous soyons vraiment écoutés. Donc, je veux que les dirigeants de protection soient capables au moins de prendre un pas d'avance et de créer des espaces qui incluent directement cette prise de décision de protection et non simplement comme une pensée tardive, parce que les financements sont courts. Alors, personnellement, je pense que cette histoire, ces succès qui doivent être partagés en ligne et dans nos rapports annuels, personnellement. Donc, je veux que ces meneurs de protection aillent au-delà de la réponse, de répondre, au-delà de répondre à nos problèmes et d'adresser les risques, le manque d'éducation, l'inégalité des sexes. Il y a des choses qui nous affectent tous les jours, et spécialement dans ces régions, la région dont je viens, où il y a des conflits qui affectent les régions. Donc, je veux que ces jeunes, mm, cela veut dire que nous devons donc faire avancer cette discussion avec ces systèmes de protection. Et les adultes doivent savoir ce qu'il faut faire. Ça doit être donc un effort remarquable lorsqu'ils sont assis pour co-créer, euh, co- co-créer un concept et ensuite une mise en œuvre partagée à travers cette protection. Donc, je voudrais vraiment commencer ici. Donc, la protection est vraiment donc un souci. Merci beaucoup, Fatima. Alors maintenant, je vais passer la voix à Nika pour notre session suivante. Excusez-moi. Merci beaucoup, Zaïd et Fatima, pour cette présentation très puissante. Et je pense que vraiment vous avez déterminé et défini la clarité de ces enfants, la clarité de la voix de ces enfants. Maintenant, nous avons un présenteur, Jury Ja, excusez ma prononciation, qui, qui fait partie donc du Children's Right Innovation Forum. Donc, merci, Kay. Donc, je m'appelle Zuhi. Donc, I work for the children, je travaille, pardon, pour the Children's Right Innovation Fund, that's GRIF, comme acronyme. Donc, nous supportons donc le travail de racine de ces jeunes enfants. Nous avons commencé donc à exprimer leur expérience vécue et leur expertise. Alors, sur quoi nous travaillons? Cela dépend bien sûr du financement que le groupe reçoit parce qu'il y a un portefeuille de bourses et quelquefois cela semble à ce que les jeunes adoptent un développement qui parle d'eux. Donc, pour rendre leur travail légible, il faut avoir une expérience
que leur travail représente exactement ce qu'ils ont besoin. Mais oui, je suis sûre que beaucoup d'entre vous sont d'accord. Donc, c'est comment nous sommes sur le terrain et, et ce que nous faisons. Et donc, voici l'image qui est représentée. Alors, je vais poser en fait quelques secondes. Donc, nous voulons être responsables, nous voulons travailler pour autonomiser ces personnes. Alors, dans un sens, la responsabilité, l'innovation et la participation. Ces trois mots ne sont pas toujours utilisés ensemble, mais ils sont actuellement, pardon, liés. Ce que nous considérons vraiment, c'est le défi. Ici, nous avons trouvé, comment dire, ce petit outil critique de créativité. Alors, ce site internet le mentionne, donc moi, je vais le partager. Je vous invite également à le visiter. Donc, partagez vos pensées. Ça s'appelle thetiniCave.com. Alors, bien sûr, au niveau donc des discussions, moi, je vous apporte également un univers de narration qui est particulier. Et donc, je vous invite à travailler avec nous pour que cette histoire ne commence pas dans une cave. Et au niveau de l'histoire, c'est dans une forêt. Et bien sûr, la forêt est beaucoup plus grande que la grotte. La grotte, c'est une métaphore de nos différents terrains, nos organisations, de la façon dont nous travaillons, des actions humanitaires, du développement international, de la protection des enfants et nos cas de travail. La forêt, c'est une métaphore pour les enfants et la communauté des jeunes enfants. Donc, leur réalité, donc l'histoire commence avec donc la grotte où il y a, par exemple, en essence, une bombe a explosé et maintenant nous avons ce problème. Alors, ici, ce que nous voyons avec cet outil, c'est que nous avons donc des discussions que nous expandons, donc ce cadre de crise que nous commandons et que nous comprenons donc la protection des enfants. Alors, parce que cette histoire commence dans la forêt, nous sommes curieux. Alors, il y a une sauvegarde, par exemple, PSIA, qui est la protection contre l'exploitation et des abus sexuels, existe. Et bien sûr, il y a des critiques. Nous avons également d'autres problèmes que le manque de transparence, par exemple. C'est une culture où, alors comment est-ce que nous étendons donc ce cadre de travail? Nous allons donc partager un exemple de notre travail. Alors, par exemple, un financement direct flexible pour les enfants et le travail fait par les jeunes. Alors, nous voulons donc avoir cette analyse de cause de la racine de la cause de la racine. C'est un projet dans la République dominicaine. Alors, écoutez, et nous allons donc en discuter. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont capturées, détenues, et bien sûr, les enfants ne sont pas avec leurs parents. Et bien sûr, ils sont conduits, ils sont laissés entre eux. Ils ont pris beaucoup d'enfants qui sont nés dans la République dominicaine, ils les ont emmenés vers Tahiti sans leurs parents. Ils les ont donc ils les ont mis sous contrôle d'immigration et bien sûr, il y a donc ce qui se passe, c'est qu'ils demandent donc l'immigration des femmes et des jeunes. Alors, ils n'ont pas de documents. Donc, il y a beaucoup de choses inhumaines qui se produisent. Le premier projet que j'ai commencé était en 2019.
Ça a été créé parce que j'ai vu beaucoup d'abus de la police vers ces jeunes qui souffraient. Et j'ai dit, que va faire si l'immigration arrête? Que pouvez-vous faire pour arrêter, si vous, la police vous arrête parce que vous avez sans raison? Alors j'ai commencé à réfléchir à ce qui se passe si l'immigration ou la police arrive au milieu de la nuit et arrive dans une communauté où il y a beaucoup de personnes. Alors, il y a beaucoup de personnes donc de la classe moyenne qui se battent contre cela. Et donc, moi, j'ai eu cette question à l'esprit. Finalement, j'ai décidé d'uni- d'uni- d'unir ces jeunes et ensemble, nous avons discuté de ces problèmes de la communauté. Donc, nous avons eu cette conversation, nous avons écouté les témoignages et nous avons lancé cette carte qui dit que vous avez donc des droits. C'est une petite carte et les jeunes décident ce qu'ils doivent faire. Donc, ils ont reçu cette information et maintenant, ils savent comment gérer ceci. Bien sûr, lorsque nous voyons donc dans ce contexte, ce que nous voyons dans ce contexte humanitaire, c'est des miroirs de beaucoup de situations, donc des situations de familles forcées à être séparées, des actions coercives par des acteurs armés. Et il y a également d'autres exemples, par exemple, que vous pouvez voir. Par exemple, je vais essayer de passer rapidement, mais je voudrais dire que nous allons donc nous étendre pour comprendre quand est-ce que nous allons donc avoir donc une situation de protection. Alors bien sûr, la forêt représente la communauté, c'est la source de résilience, c'est elle crée des impulsions pour ces structures menées par ces jeunes et bien sûr, cette violence systématique qui a commencé dans la grotte. Donc, lorsque notre histoire a commencé, elle a commencé donc d'une rupture de narration, un état de désorientation et de choc. Alors, lorsque nous disons pourquoi nous devrions considérer donc d'étendre ce cadre de travail, nous pensons que l'histoire, c'est la forêt parce que d'une part, elle renforce les facteurs de protection existants. Elle nous aide à renforcer cette structure de communauté et les systèmes. Elle nous aide, mais bien sûr, nous devons reconnaître cette crise. Alors, bien sûr, nous voyons en Ukraine, par exemple, qu'il y a beaucoup de critiques qui sont venues avec cette société civile. Nous voyons également qu'il y a quelque chose qui peuvent réduire ces différentes passages vers le mal. Et c'est ce que nous construisons pour faire face à cette crise. Alors, bien sûr, la next chose nous dit de comment utiliser l'argent d'une bonne façon. Vous avez construit un travail et vous utilisez vos connaissances que vous avez assemblées sur le temps. Donc, vous avez des générations multiples. Alors, vous entrez donc dans une phase de travail qui a été quelquefois déjà faite. Donc, vous y entrez avec respect, avec une reconnaissance de cette expertise. Alors ici, nous avons donc créé un outil éducatif très créatif qui donne donc un langage à ceci. Et peut-être une possibilité plus élargie qui existe pour développer une collaboration authentique et qui est intimement liée à la responsabilité. Donc là, je vais m'arrêter. Merci.
Merci beaucoup, Jouy, pour cette présentation. Et maintenant, je voudrais donc présenter le prochain présentateur, qui donc Fabrice Casadi-Alexandre, qui présenteront en français comment il supporte ses agents. Merci, Kay. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, mon collègue Fabrice et moi allons réaliser notre présentation en lien avec les enfants comme acteurs et actrices de leur propre protection, euh, avec des exemples d'initiatives menées par des enfants en République démocratique du Congo. Donc, next slide, please. Oh, can we go to the next slide? Thank you. Donc, pour commencer, je vais prendre le temps de mettre en contexte notre travail. Donc, la mission de l'IBCR, du Bureau international des droits des enfants, est de participer à la transformation de la place des enfants dans nos sociétés. Puis, un des moyens par lesquels nous effectuons ce travail est par l'autonomisation des enfants. Donc, notre expérience nous a démontré que le fait de créer des espaces d'autonomisation durable des enfants, ça renforce en fait leur capacité d'identifier des défis, de proposer des solutions et d'agir concrètement dans leurs différents environnements de vie, notamment lorsqu'il est question de sujets qui les concernent, comme leur propre protection. Mais ça sert aussi à faire en sorte que les adultes adaptent leurs pratiques et partagent le pouvoir pour assurer une participation significative des enfants. Donc, ce pouvoir d'action d'un côté et l'implication des acteurs de protection de l'enfant de l'autre contribuent à créer une protection qui est ancrée localement et qui est plus durable. C'est un cycle où la transformation de la place de l'enfant se fait en continu. Next slide, please. Donc, nos actions en autonomisation sont toujours propres au contexte d'un environnement spécifique où se déroulent nos processus, mais reposent aussi sur une logique qui est prédéfinie et qui se répète d'un processus à l'autre. Donc, nous avons ressorti aujourd'hui quelques éléments clés de cette logique. D'abord, ce sont des processus qui se réalisent avec des enfants, souvent des enfants qui ont le moins accès à des opportunités et des espaces de participation en raison de contextes particuliers. Mais on travaille également avec les adultes qui les accompagnent au quotidien, donc des acteurs de protection qu'on pourrait qualifier de formels ou de informels. Puis, il y a quelques étapes clés dans nos processus. J'en ai repris quelques-unes seulement pour nous permettre d'illustrer comment, à chacune de ces étapes, pardon, le pouvoir d'agir des enfants se développe vers une protection plus durable. Donc, d'abord, il y a l'étape de co-construction du processus. Ici, il s'agit de définir vraiment de quoi on parle et de développer une compréhension commune des différents éléments, dont les droits des enfants, le droit à la participation. Donc, c'est une étape qui se fait avec les enfants eux-mêmes, où on demande de quoi on a besoin pour participer dans notre communauté. Donc, quels sont les besoins selon les enfants eux-mêmes, quelles sont les priorités, mais également comment on réalise ce processus selon les enfants. Donc, les besoins deviennent des compétences, ce qui nous permet de développer justement un processus de renforcement des compétences où on va adresser chacune des compétences de manière spécifique. Mais également le fait de développer et de s'approprier une compréhension de ses droits, de ses propres besoins et de réfléchir à des moyens d'action constitue en soi un renforcement des compétences. Donc, c'est l'expérience elle-même qui devient aussi un renforcement des compétences. Ensuite, l'étape plus spécifique de renforcement des compétences qu'on appelle, donc là, je reviens justement aux besoins qui ont été identifiés par les enfants, sert à aller vraiment mettre en pratique, en fait, sur la base d'expériences qui existent déjà, les compétences identifiées. Donc là, on parle par exemple de la communication, le travail d'équipe, mais à travers justement ces espaces de renforcement, la perception des enfants sur leur propre rôle dans leur protection et le rôle des autres enfants se transforme. Donc, encore une fois, là, on voit qu'il y a le pouvoir d'agir qui se renforce encore plus et les enfants prennent leur rôle d'acteur de changement. Puis finalement, on passe au développement et au soutien des initiatives des enfants qui permet de mettre en pratique les compétences renforcées, continue de renforcer les compétences. Donc,
Ici, on parle des enfants qui identifient une action concrète à mener en fonction de leur propre identification des besoins et priorités. Euh, Puis l'expérience elle-même de la mise en œuvre de ces actions, puis le soutien aussi qui est offert par les adultes, ça devient en soi un vecteur de changement, un vecteur de transformation de la place des enfants dans leur propre protection. Donc, les enfants agissent d'un côté, oui, mais également les adultes autour changent leur perception, constatent quel est l'impact de cette participation et ça contribue en fait à remettre en question leurs biais. Puis justement, en parallèle, on fait tout ce travail avec les adultes pour favoriser un renforcement des compétences par rapport à la participation, à la sauvegarde, mais également déconstruire des réflexes, créer des espaces d'échange, de réflexion, de remise en question, qui est aussi important en fait que le travail avec les enfants. Puis de manière transversale, ça fait en sorte, comme je l'ai dit, que l'expérience elle-même devient un vecteur de transformation du rôle des enfants. Donc oui, les perceptions change chez les enfants, mais également chez les adultes et acteurs du système de protection. Donc, sur ce, je donne la parole à mon collègue Fabrice qui pourra nous en dire plus sur comment ça s'est fait spécifiquement en RDC. Merci beaucoup, Alexandra. On peut passer à la slide suivante. On peut passer à la slide, oui, voilà. En fait, en RDC, nous travaillons avec les enfants sur trois processus différents et avec trois groupes d'enfants ayant des profils différents dans des contextes de protection différents. Le premier exemple concret, c'est ce que nous appelons le processus d'autonomisation. On peut passer à la slide. Slide suivante. Voilà. Le processus d'autonomisation des enfants. Ici, l'idée est simple. Il s'agit de renforcer les compétences des enfants en tant qu'acteurs de changement et à participer aux décisions qui les concernent. Concrètement, nous avons développé avec les enfants et les organisations de la société civile qui les accompagnent des outils de renforcement des compétences sur des thèmes comme la confiance en soi, l'égalité entre filles et garçons, les droits des enfants et la communication. Ici, ce sont les enfants eux-mêmes, avec les organisations, qui ont identifié quelles sont, quelles sont les compétences, quelles sont les compétences qui sont essentielles pour renforcer leur pouvoir d'agir. Ces outils, ce sont des outils et ils ont une particularité importante. Ils sont adaptés et accessibles à tous les enfants participants sans exception. Et ici, on utilise des illustrations, des balles, des dessins, du matériel concret et les activités peuvent se dérouler dans différentes langues pour permettre l'inclusivité. Une fois ces compétences renforcées, ces enfants développent leur propre initiative dans leur communauté. Par exemple, certains ont décidé de faire la sensibilisation sur les droits des enfants dans leur communauté. Ils ont créé le club de la paix pour les enfants en conflit avec la loi. Ils ont décidé, par exemple, de discuter, de faire des causeries dans des écoles sur les droits des enfants et l'égalité entre filles et garçons. Ce sont les enfants qui sont porteurs de ces initiatives. Ceux-ci participent à changer le regard que la communauté porte sur leur rôle en tant que porteurs dans leur rôle de protection et décision les concernant. Ça, c'est le premier processus. On peut passer à la slide suivante. On peut passer à la slide suivante. C'est là, on peut passer ici, j'en ai déjà parlé. On peut passer à l'autre slide. Le deuxième processus, c'est avec les enfants qui sont détenus, les enfants qui sont en situation de privation de liberté. Ici, il s'est agi de co-construire avec les enfants un processus sur l'accueil des enfants, comment les enfants sont accueillis quand ils arrivent en prison,
comment ils sont accompagnés. Et les enfants ont créé des outils qui portent sur plusieurs sujets, notamment l'hygiène, les punitions positives, euh, les informations qu'un enfant doit recevoir dès qu'il arrive en prison, et ainsi de Um, suite. C'est so sur I base uh, de ça, I went through. sur base de ça, nous avons créé une affiche qui ramasse tout ce que les enfants ont dit et un dépliant qui fait qu'un enfant, quand il arrive en prison, on lui donne un dépliant sur toutes les informations qui concernent la période pendant euh, laquelle il sera en prison. On peut passer à l'autre slide. On peut passer à l'autre slide. On peut avancer. Oui, vous avez par exemple l'image suivante. C'est des enfants qui disent que quand un enfant arrive en prison, par exemple, il faut que la tête soit rasée. Et l'idée, c'est que même si la tête doit être rasée, mais c'est une lame pour un seul enfant et non une lame pour deux enfants pour des risques de contamination de certaines maladies. Le travail fait avec les enfants, nous avons fait aussi un travail avec les adultes qui sont impliqués dans la protection des enfants dans la prison. Et les adultes se sont engagés à respecter les droits des enfants en prison. Ils ont fait des engagements fermes pour pouvoir respecter les droits des enfants. On peut aller à la suivante, le slide suivant, s'il vous plaît. Troisièmement, c'est soutenir une recherche menée par les enfants sur la situation des droits des enfants. Ici, il s'agit d'une recherche par, pour et avec les enfants. Donc, ce sont les enfants eux-mêmes qui ont défini la thématique, qui ont défini la méthodologie, qui ont construit le questionnaire, qui sont allés sur terrain, ils ont collecté des données, ils ont analysé les données et à la fin, ils ont fait des recommandations sur ils ont fait des recommandations au gouvernement, aux organisations internationales, les systèmes des Nations Unies. Ils ont fait des recommandations à la société civile et aux enfants eux-mêmes. Mais les enfants ne se sont pas arrêtés là. On peut aller à la slide suivante. Les enfants, ils ont décidé de mettre en place une passerelle de collaboration avec un des secteurs clés du projet, l'inspection du travail qui s'occupe des enfants exploités économiquement. Et les enfants ont décidé d'échanger avec un acteur. Ils ont invité un inspecteur du travail à qui ils ont posé des questions. L'inspecteur a répondu aux questions et a expliqué le rôle de l'inspection du travail dans la protection des enfants. Ces enfants-là, ils sont actuellement en train de préparer une autre passerelle qu'ils veulent mettre en place avec leur propre communauté pour valoriser le travail que font les enfants et pour pérenniser les activités du projet, même à la fin du projet. Voilà brièvement les trois exemples sur le processus avec les enfants. Alexandra peut... Oui, next slide, please. Thank you. Oui, donc rapidement, je voulais quand même reprendre un peu quels sont les bons coups, les leçons apprises qu'on a constatées à travers nos expériences. Donc, notre expérience montre que le processus d'autonomisation lui-même est plus déterminant que les projets. Donc, ça s'explique par le fait que les enfants renforcent leurs compétences, dont, par exemple, leur confiance en soi, la capacité à dialoguer avec les adultes à travers différentes expériences vécues. Et ces compétences peuvent être reproduites et réutilisées dans le futur. Mais également, des changements sont observés dans la manière dont les communautés
perçoivent le rôle des enfants. Euh, du côté des défis, il reste quand même des défis importants. Donc, c'est important ce travail qui est fait avec les adultes en simultané, en fait, pour accompagner les enfants sans les diriger, pour gérer également les résistances qui peuvent exister face à la déconstruction des rapports de pouvoir, pour garantir que les actions restent réellement portées par les enfants et qu'elles ne sont pas récupérées par les adultes. Puis également, l'ancrage communautaire local est vraiment essentiel pour éviter que ce soit une participation qui est uniquement symbolique, mais que ce soit une participation qui est significative et qui a un impact durable. Donc, finalement, dans un contexte où les ressources sont limitées, comme on le connaît actuellement, notre expérience nous montre que le fait de renforcer le pouvoir d'agir des enfants et de travailler avec les adultes parallèlement, c'est pas seulement une activité participative, mais c'est en fait un levier de transformation systémique. Euh, donc, sur ce, je vais conclure notre présentation. Puis, je vais donner la parole à Kate. Donc, I will now hand over to you, Kate, to conclude the session. Kate. Donc, merci beaucoup Alexandra et Fabrice pour cette présentation. Donc, avant de conclure cette session, donc il y a des questions. Bien sûr, il y a eu donc un développement de projet. Donc, bien sûr, nous voulons savoir comment ils peuvent travailler avec vous au sein de cette organisation et de cette urbanisation. Thank you, Kate. Fabrice, est-ce que ça te va si je réponds pour commencer, puis ensuite tu peux compléter? Fabrice? D'accord, donc je vais commencer. Donc, on a quelques organisations justement partenaires en RDC, des organisations de la société civile justement qui font ce genre d'action avec les enfants. Puis, donc, on va développer ces partenariats pour justement travailler ensuite à euh, renforcer des compétences. On est beaucoup dans le renforcement des compétences, en fait. Donc, renforcer les compétences, par exemple, des organisations de la société civile qui travaillent avec les enfants dans une perspective d'autonomisation, de participation et basée sur des besoins locaux qui existent mais aussi des expériences concrètes. Donc, on construit vraiment sur ce qui existe déjà pour justement apporter cette perspective d'autonomisation et de participation des enfants. Donc, ça se fait vraiment à travers un renforcement de compétences, oui, des organisations de la société civile et des enfants. Donc, c'est ça, c'est en fait à travers des partenariats qu'on crée justement dans le cadre de notre projet. Fabrice, est-ce que tu veux compléter un peu sur comment on travaille justement avec les organisations de la société civile? Oh, ton micro est éteint. Oui, nous travaillons dans trois zones d'intervention différentes. On sait que la RDC, c'est grand, mais on ne peut pas travailler avec tout le monde. Nous avons choisi de travailler avec des organisations qui sont à la base dans la protection de l'enfant et renforcer leurs capacités. C'est comme ça que nous avons recruté des OEC qui ont soumissionné et qui travaillent avec nous. Et on a, je vois une question, on dit si on peut travailler avec les organisations du Nord Kivu. Malheureusement, on est sur trois zones. On est sur le Congo central, Kinshasa et le Haut-Katanga, notamment à Lubumbashi. On travaille avec des organisations, comme l'a dit Alexandra. Dans un premier temps, nous avons renforcé les compétences des acteurs de ces organisations-là. Nous avons créé avec eux des outils de participation, des outils de sauvegarde. C'est seulement après que nous avons commencé aussi à travailler avec les enfants parce que en étant sûr que les acteurs, les personnes encadrantes ont été formées et peuvent à leur tour former les enfants. Désolé pour ce projet-ci, on n'est pas dans le nord et le sud Kivu.
Là, j'ai vu une question dans le chat comme ça. So, merci beaucoup, Fabrice et Alexandra. Et dû donc au temps que nous avons, je ne veux pas pouvoir lire les questions dans la chat box. Donc, si vous avez beaucoup de questions, alors n'hésitez pas donc à les poser et nous répondrons à celles-ci. Nous allons donc conclure la session. Et, et bien sûr, je vais donc vous donner un message clé que j'ai obtenu de ces présentations. Donc, c'est l'engagement significatif de prioritisation pour renforcer ces programmes et bien sûr les résultats. Et comment pouvons-nous assurer que ceci reste donc responsable? Nous avons également nous assurer que les actions de ces enfants, pour ces enfants et ces jeunes, restent, euh, restent respectées. Merci de cette session.